Ok, donc maintenant c'est Jean-Charles. Alors Jean-Charles, aussi quelqu'un connu depuis longtemps. Jean-Charles est un ancien étudiant de l'ancêtre du Césum qui s'appelait l'IRET, n'est-ce pas? Et Jean-Charles est maintenant donc est thérapeute et tout ça, et membre du conseil d'administration du Césum. Voilà, et qui va nous parler Du corps. du corps. Merci Bernadette. Alors, je vais commencer par une petite anecdote. Il y a 2 ou 3 ans, ici même, lors d'une respiration holotropique, une personne, avant la respiration, a volé le matelas d'une personne qui avait mis ses affaires sur le matelas. La respiration holotropique s'est passée, s'est déroulée. Et à la fin, quand on a fait un cercle de partage, une personne a dit « Mais moi, je suis touché parce qu'on m'a volé mon matelas et c'était difficile pour moi de retrouver mes affaires, de me sentir intrusé, de revivre un scénario que je connais. » Et la personne qui avait kidnappé le matelas a dit « Mais moi, ça ne me regarde pas, cette histoire. C'est toi avec ton histoire personnelle. Moi, je suis venu pour faire de la respiration holotropique et c'était parfait pour moi. » Alors, ça résonne parfaitement avec ce qui s'est passé ce matin. Pierluigi, quand tu as parlé de l'unité et de la séparation, j'ai toujours été un peu étonné de voir comment nous sommes capables, en tant qu'humains, d'aller dans des espaces de spiritualité et d'être aussi coupés de la relation. Donc comment on peut utiliser des outils mécaniques en étant soi-même l'incarnation de l'inverse. Alors peut-être qu'on peut trouver un chemin, un voyage. Alors ça peut être peut-être, puisque aujourd'hui c'est à propos des hautes technologies, ça peut être peut-être la haute technologie ou autre chose. Alors ce que je vous propose, c'est déjà un petit prologue pour mettre dans le contexte, dans le monde dans lequel nous vivons. Donc effectivement, comme on l'a vu, c'est un monde très connecté. C'est un monde qui va être complètement bouleversé par l'intelligence artificielle. Moi-même, j'ai eu une première vie avant. Voilà, moi-même, je viens d'un monde technologique. J'ai eu une première vie où j'étais technicien et je fabriquais des usines à gaz numériques. Voilà. Et le mot système, il est intéressant parce que justement, on va se retrouver entre des systèmes organiques, biologiques, historiques et des systèmes numériques. C'est un monde qui va accroître le contraste entre ceux qui sont connectés et ceux qui sont déconnectés. Voilà, il suffit de regarder nos enfants, comment ils s'accaparent et ils utilisent en fait les outils numériques. Voilà, c'est un monde qui accroît de plus en plus la différence entre le monde réel et le monde virtuel. Et c'est un monde aujourd'hui qui augmente la polarisation. Il suffit d'allumer la télévision pour voir qu'en fait tout est extrêmement polarisé. On pourrait imaginer que ça va s'accentuer avec l'augmentation, avec la rapidité de la technologie, ce contraste. Voilà. Et la question, elle est, et le nous, hein, ou le nous de nous à nous, de nous avec les humains et de nous avec l'invisible et le plus grand. La proposition que je vous fais, c'est de partir en voyage, dans un voyage qui pourrait être sans destination particulière, mais en cherchant où est-ce qu'on pourrait, nous, être force de proposition en tant que thérapeute transpersonnel. Est-ce qu'on va aller chercher dans des solutions technologiques ou est-ce qu'on va aller chercher dans des solutions plutôt organiques? Quand on regarde quelle peut être la solution pour accompagner des personnes qui sont dans le mal-être, on peut regarder ça sous plusieurs couches. La première couche, elle peut être dans les effets objectifs d'une thérapie, par exemple un médicament. On peut regarder une autre couche, qui est la couche interpersonnelle, la relation. On peut regarder aussi la couche subjective, c'est-à-dire ce que ressent et ce que vit et la narration que fait la personne intérieure. Et quand on parle d'histoire, moi je vais parler de storytelling, de narration, c'est-à-dire est-ce que la narration, c'est-à-dire si je sors de mon ressenti, est-ce que la narration a un effet sur mon mal-être ou mon bien-être? C'est ce qu'on peut appeler l'effet placebo. Et on pourrait imaginer aussi qu'en fait, on prend l'ensemble de ces couches et qu'on imagine que, entre guillemets, le médicament, c'est l'ensemble de ces couches et pas seulement une part. Thomas Wolfe, il décrit les leviers de la thérapie et celui qui m'intéresse beaucoup, c'est la flexibilité psychologique ou la souplesse neuronale. L'idée, c'est comment nous, on est des agents de cette souplesse psychologique et de cette souplesse neuronale. Je vous parle de quelques études qui ont été faites récemment en fait, sur les souris pour savoir comment on va aider des souris dans le mal-être à aller vers le mieux-être.
Pourquoi? Parce qu'on peut faire plein d'études très profondes, notamment sur les molécules ou sur des cas un peu extrêmes. Et on possède 90% de gènes qui ont un équivalent chez la souris. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que ce qui fonctionne sur la souris fonctionne aussi chez l'homme, mais on pourrait dire l'inverse. Ce qui marche sur l'homme va marcher en particulier chez la souris. Et aujourd'hui, la science mécaniste, elle se concentre principalement sur les effets mécanistes, objectifs de la psychologie. Et on va notamment s'intéresser aux neurotransmetteurs qui vont s'ouvrir ou se fermer chez la souris pour obtenir une plasticité cérébrale plus ou moins importante. En règle générale, si on ne se focalise que sur la partie objectif, on ne se demande pas ce que la souris a vécu. Alors, est-ce que dans la psychologie et dans le monde orthodoxe, on va s'intéresser en fait au vécu de la personne? Est-ce qu'on va s'occuper de l'aspect interpersonnel, c'est-à-dire de la relation du client avec le thérapeute, du client avec les autres clients, du client au groupe, et de l'histoire du client par rapport à l'aspect subjectif et interpersonnel? Et la chose qui m'a percuté, c'est qu'il y a 15 jours, je suis venu à Paris pour une conférence justement sur les effets des nouvelles médecines autour du mal-être et du bien-être, et que la plupart des études montrent que quand un patient-client traverse une expérience mystique, c'est l'expérience la plus importante de toute sa vie, et que ça avait une incidence sur sa flexibilité neuronale et sa guérison, sur des problématiques d'addiction, d'anxiété et de syndrome post-traumatique. Et la conclusion de la journée d'études dans une salle remplie de psychiatres et de psychologues, c'était comment peut-on développer une psychothérapie sans effet mystique? Si nous nous focalisons sur l'aspect mécanique, de la même manière qu'il y a une intelligence artificielle qui s'appelle DeepSqueak, qui va interpréter le langage des souris dans les études en psychologie, est-ce qu'on va être guéri par l'intelligence artificielle? Alors qu'est-ce qu'on fait avec la vague du numérique? Est-ce qu'on va ne plus se confronter avec les humains et passer directement à la molécule et être peut-être des distributeurs de séances ou des distributeurs de respiration holotropique ou des distributeurs de méditation? Et ça rejoint ce dont Johan parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les outils. Quelle est la place des outils? Est-ce que nous sommes un outil ou est-ce qu'on est autre chose? On a tous une histoire à raconter. Alors soit on fait un film ou de l'art et on va dans une école de cinéma, ou alors on devient psychothérapeute et on va aider les clients à raconter leur histoire et à en faire autre chose. Et est-ce qu'on reste dans un petit écran, un petit ego, et on reste enfermé, ou est-ce qu'on va vers quelque chose d'un peu plus grand? Voilà, et notre petite histoire, notre petit écran commence dans un système, vous voyez, qui est plus ou moins accueillant. Donc ça, c'est le début de l'histoire. Donc je vous invite à partir avec moi dans un voyage. Et en règle générale, le système me demande si je vais être un bon élève de l'empire familial, si je ne vais pas décevoir, si je vais être loyal, si je ne vais pas trahir. Et je sens qu'il y a beaucoup d'attentes dans l'endroit où j'arrive. Donc je passe d'un endroit qui pouvait être un premier système, une première expérience de système, et puis je rentre dans un autre système. Et je vous propose d'écouter ce que la société comprend de tout cela. Eva a les yeux de sa mère, la timidité de son père et le caractère de sa grand-mère. Sa démarche lui vient de sa sœur et son rire de ses copines. Eva a des convictions. Ce sont celles de Paul, Fabien et une détermination sans faille, celle de son grand-père. Sinon, Eva porte des lunettes, ses lunettes. Et depuis, elle ne ressemble à personne d'autre qu'à Eva. Vous n'avez jamais autant été vous-même. Chris, vous allez vous aimer. Donc, ça veut dire que le système a des solutions pour nous. Et alors, la problématique, c'est où est Eva? Où est la véritable Eva? Est-ce que Eva est en live ou en vidéo à la demande? C'est-à-dire, est-ce que le programme est déjà enregistré à l'intérieur? Et si nous, on est thérapeute, comment on l'aide à s'échapper en fait, du poste de télévision et aller vers un espace plus large?
Et on pourrait imaginer, vous voyez, que la construction du moi, et puis en tant qu'individu, moi je la compare à un bac ou une bouilloire ou une marmite ou une casserole. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va y mettre dedans? Alors je me sers des étapes de la construction selon Pierre Janin, Gestalt thérapeute et thérapeute transpersonnel, et j'en ai fait une pyramide. Alors vous avez des pyramides et des spirales aujourd'hui. Voilà. Le premier étage de la pyramide, c'est né du désir biologique de mon père et de ma mère. Et ben, en fait, je cherche à vivre et exister dans mon corps. La deuxième étape, je vais apprendre le monde et je vais manger mon père et ma mère et mon système familial. Mais si ma bouilloire ou ma casserole elle est remplie par mon père et ma mère, ben, ça pose un problème, c'est que j'ai plus d'espace pour moi. Donc une des étapes, la troisième étape, ça serait la révolte, l'opposition pour vider la marmite. Si j'ai pu me révolter suffisamment, j'ai vidé suffisamment ma casserole et je peux partir à la recherche de mon jeu. Quand je est construit, je peux aller à la recherche d'autres jeux qui deviennent des tus. Et peut-être que sur le chemin, sur un malentendu, à un moment, je peux rencontrer le nous tous et le plus vaste. Et je vais rencontrer la relation, si j'ai déjà construit une relation avec mon corps et moi-même. Et je peux être sur le chemin du nous tous, mais ça dépend comment j'ai été nourri, s'il y a un danger ou pas de manger ce qui se passe dans la relation. Et alors souvent, le plus rapide, quand c'est dangereux, quand le système est dangereux, c'est de fabriquer un narratif qui va remplacer ma capacité à explorer le réel. Un software archaïque qui va dire que je suis et celle qui... Alors, comme c'est archaïque, c'est très rapide, ça prend tout l'espace, c'est très puissant. Et si je ne reçois pas suffisamment d'amour et de sécurité, eh bien, je vais aller trouver des solutions dans ce logiciel ultra rapide, ultra puissant, ultra sécurisant. Voilà, vous connaissez ces logiciels-là, mais moi, je les appelle des mammouths. Pourquoi des mammouths? Parce qu'en fait, ils prennent toute la place, ils sont archaïques. Ils sont anciens et en fait, ils me protègent. Alors en général, le mammouth, il a un petit garçon et une petite fille qui est posée en fait sur son dos. Et forcément, alors j'ai utilisé l'intelligence artificielle pour créer mes mammouths. Et du coup, on arrive à un paradoxe, c'est-à-dire que nous sommes des corps qui vivons dans un système narratif historique, archaïque, mammothien. Et que l'intelligence artificielle va me permettre, en fait, dans cet espace archaïque, dans ce personnage, dans cette narration, l'intelligence artificielle va être très rapide et très efficace, notamment pour la personne qui est venue faire de la respiration holotropique, qui a piqué le matelas et qui va dire « mais moi, je veux avoir le meilleur matelas avec la meilleure séance de respiration holotropique et ça ne m'intéresse pas trop, en fait, d'aller dans le ressenti de l'autre, dans l'intersubjectif, dans l'interpersonnel. Je veux juste charger la meilleure version de moi-même. Donc à cet endroit-là, je vais pouvoir télécharger au choix soit le software Robbins, pouvoir illimité, ou le software Dispenza, surnaturel, voilà, et quantique. On rachètera la version 3.0. Voilà. Là, le problème, c'est que effectivement, ce costume, cette narration, ce virtuel, on va le voir, ce qu'on va appeler l'hyper-réel, c'est-à-dire que ça remplace la réalité, me rend fort parce que je suis en mission, sauf si je tombe sur l'un des aspects de mon histoire, la kryptonite. Voilà, si je suis confronté à mon histoire, eh bien, en fait, je perds mon super pouvoir et en fait, mon passé bio me rend vulnérable. Donc vite, un nouveau programme, Dispenza ou Tim Robbins. On pourrait imaginer que du coup, en fait, nos clients et nous-mêmes, en tant que bio-humains, on se retrouve entre deux murs, le mur du passé que je subis et puis le mur du futur anticipé, meilleur, transhumaniste, et la répétition de ce système. Alors je vous donne un petit exemple. Il y a un syndrome que j'appelle le système Christophe Colomb. C'est Christophe Colomb qui rentre en ayant découvert l'Amérique et qui vient voir le roi d'Espagne en disant « Bon, j'ai merdé, j'ai pas trouvé les Indes ». Et alors le roi, si on se confronte à la réalité, en fait, le roi dit « mais quel imbécile, celui-là ». L'autre possibilité, c'est d'aller dans la narration. Jusqu'à sa mort, Christophe Colomb était vice-roi des Indes. J'en ai trouvé un autre qui est en plein dans le système, c'est Jean-Claude Roman, qui a passé sa vie à raconter qu'il avait réussi son examen pour être médecin et qui disait qu'il allait tous les jours travailler à Genève et qui passait ses journées dans un bar à dépenser l'argent de ses parents, de ses amis. Et c'est dommage, parce que si Roman avait vécu durant cette nouvelle ère-là, il aurait pu télécharger un logiciel qui aurait pu
soutenir, le rendre plus fort en fait dans sa narration, dans son hyper-réalisme, plutôt que de se confronter à la réalité avec les autres humains. Et alors le jour où en fait cette hyper-réalité ou cette narration s'est écroulée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit le système, il a tué ses enfants, sa femme, ses parents, ses amis. Et alors ce qui est intéressant, c'est qu'il est allé donc en prison, et qu'à la sortie de la prison, il est allé dans un monastère. Alors la question, et c'est une proposition pour tout le monde, c'est est-ce qu'on ne peut pas directement aller de notre passé au monastère? Alors, on pourrait imaginer que l'intelligence artificielle et le monde hyper virtuel va nous aider à rester dans notre histoire, celle que nous nous racontons, ou alors on va trouver un chemin pour aller transformer et nous libérer. Pour cela, ça veut dire qu'on accepte d'identifier et de se décoller de notre histoire tout en la reconnaissant et en traversant des expériences corporelles. La question, c'est de trouver un rôle dans notre système historique, ou est-ce que c'est de rencontrer autre chose ? You can speak. I can hear you. Who are you? I am the creator of a television show that gives hope and joy and inspiration to millions. Then who am I? You're the star. Was nothing real? You were real. That's what made you so good to watch. Listen to me, Truman. There's no more truth out there than there is in the world I created for you. Same lies. The same deceit. But in my world, you have nothing to fear. C'est là ta dernière chance. Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Après, tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis la pilule rouge et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité. Rien de plus. L'IA va nous permettre de développer un imaginaire, un hyper-réel, qui va permettre de remplacer l'exploration du territoire. Alors, c'est pas dans le futur, c'est pas dans bientôt, c'est déjà maintenant. L'étude dont je vous parle ce matin, elle a confronté des ophtalmologistes à une intelligence artificielle dite LLM, Large Language Model, c'est-à-dire une intelligence artificielle non spécialisée. Et en l'occurrence, en effet, c'était ChatGPT, la version 4, celle qui est utilisée aujourd'hui par des centaines de millions de personnes dans le monde. Alors, quels sont les résultats de cette étude ? Alors, on a mis face à face des spécialistes des maladies de la rétine et du glaucome d'un grand hôpital de New York et ChatGPT-4. Eh bien, l'intelligence artificielle s'est avérée au pire aussi bonne que les médecins, mais au mieux bien meilleure en matière de diagnostic. Incroyable. Notamment la capacité à repérer un grand nombre de pathologies, y compris les plus rares. Je discutais ce week-end avec Laurent Alexandre, le spécialiste de l'intelligence artificielle, qui a attiré mon attention sur cette étude. Il me faisait remarquer que ChatGPT 4 est au moins aussi performante que les médecins, mais ChatGPT 5 va arriver bientôt et elle sera forcément meilleure. Juste un détail, vous disiez que l'IA elle était meilleure en empathie que les médecins. Absolument, la première IA, celle de Google, elle trouve mieux les mots. Téléconsultation, était plus patiente et en effet trouvait mieux les mots que les médecins qui souvent sont pris par le temps. Alors la proposition, c'est que nous soyons des vecteurs d'une alternative, et l'alternative, c'est de quitter la carte pour aller explorer le territoire, de manière à ce que l'exploration du territoire permette de réactualiser la carte sans arrêt. Alors en règle générale, les gens viennent nous voir parce que leur système narratif
dysfonctionnent et qui vivent le mal-être. Donc avant la thérapie, on peut imaginer que le flux du vivant s'est congelé, s'est arrêté, à l'endroit de là où des blessures, et puis qu'à un moment arrive un événement, un biodéclencheur, qu'on peut appeler une catastrophe, ou une impasse, ou une prise de conscience, et qu'on arrive en thérapie à la recherche d'une dépendance saine temporaire. Alors il y a plein de manières de voir les différentes étapes de la thérapie. Une des propositions, en fait, de ce que moi je peux vivre dans le cadre du cabinet, c'est que la première réponse que les gens qui viennent me voir demandent, c'est un étayage dans leur milieu hostile actuel. Une fois qu'on a fait un travail d'étayage, la question c'est est-ce que le client retourne dans son système toxique pour y trouver une place, ou est-ce que il y a une possibilité de faire autrement. Faire autrement, ça pourrait dire en fait d'observer la place, le rôle et le processus actuel, de le voir se dessiner alors même qu'avant je ne le voyais pas et je subissais les situations. Ensuite, il y a la confrontation avec le passé qui ne va pas se laisser faire, avec un système de déconstruction des processus internes. Est-ce que je m'accroche à mes processus internes que je considère comme étant ma personnalité ou mon moi, ou est-ce que j'accepte de traverser une expérience qui va réactualiser, qui va me remettre en question, et j'accepte de me remettre en question. En général, ensuite, on a une période de vide et donc de disponibilité, et ensuite, on peut accéder à un autre étage qui pourrait être une émergence, une reconstruction à travers les expériences corporelles, dans le live bien sûr avec le thérapeute, mais aussi à l'extérieur du cabinet. En tout cas, en relation, pas seul, et dans le corps, pour vivre des expériences neuves et ensuite redécouvrir en fait une autonomie, une indépendance et puis une autre manière d'être au vivant, d'être avec les autres et d'être avec soi-même. Donc, le fait de dégringoler de son système historique, la catastrophe, entre guillemets, ou le bad trip, peut être vu comme une opportunité justement de changement. Alors, le monde artistique est plein de représentations de ces différentes étapes, c'est-à-dire l'étape que moi je dessine comme étant une petite télé enfermante qui représente le passé, et la cartographie, avec les chemins vers les blessures qu'on va éviter, d'où la congélation. Et tout ça nous mène à une impasse, et c'est à cet endroit-là que la narration est importante, puisqu'il va falloir trouver des narrations en cohérence avec notre cartographie. Une autre possibilité, c'est de rechercher un magicien ou une intelligence artificielle qui va venir combler le manque réel par de l'hyper-réel. Autre solution, celle que je propose aujourd'hui, c'est de s'évader du système en traversant par la porte du corps. Le rôle-mission qu'on s'est attribué, qu'on s'est distribué lors de notre enfance, l'idée c'est de dévier le flux du corps vivant, du vivant intérieur. Donc la rivière du vivant est barrée, et si elle est barrée, une alternative, c'est d'intégrer un rôle en s'endormant. Hein, c'est l'histoire du beau ou de la belle au bois dormant. Voilà, on va se congeler en attendant qu'un sauveur vienne nous sauver, par exemple, et d'une mission. La mission, ça serait d'aller détruire ou d'aller sauver, ou de s'enfuir. On peut imaginer deux espaces-temps qui correspondent justement à la rivière et puis au personnage et à la narration. La narration va très bien dans un monde aujourd'hui occidental, industriel, patriarcal, capitaliste, qui va mettre en avant l'efficacité, qui va mettre en avant les objectifs, qui va mettre en avant l'optimisation, la meilleure version de soi-même, le dépassement, enfin plein de valeurs qui peuvent être vues comme positives par le système, et où on nous demande en gros d'être des TGV dès la maternelle, qui partons à l'heure, qui arrivons à l'heure, à la bonne destination. Voilà. Un autre espace-temps,
c'est de quitter donc l'espace-temps mécanique pour un espace-temps plutôt organique, qui serait un espace-temps ancré dans la corporéité, dans le vagabondage, dans la relation, dans les sensations, dans les émotions, sans agenda, sans attente, avec beaucoup d'amour et de tendresse. Et on peut observer à l'intérieur de nous quels sont les endroits où on est plutôt mangé par un temps mécanique ou lorsqu'on s'abandonne dans un temps organique. Si on est dans un temps mécanique, on pourrait attendre, puisque notre partie organique est en sommeil, on pourrait attendre qu'un parent, qu'un savant ou un thérapeute ou qu'un technicien ou qu'une intelligence artificielle vienne nous libérer, et pourquoi pas une divinité, et de prier ces entités de manière à trouver la solution. Et par exemple, pour l'intelligence artificielle, la version 3 de l'hyperréalisme qui va nous permettre de nous sauver. Deuxième option, on peut aller vers une voie organique, puisque nous sommes des exemplaires du vivant, et d'aller chercher du côté du vivant justement des solutions. Alors quelles solutions ? On a des solutions rapides, ce que moi je vais appeler le colmatage biochimique. Alors si vous prenez des antidépresseurs ou des anxiolytiques, probablement qu'il y a une urgence à faire, mais que sur le long terme, il y a peut-être d'autres solutions pour aller travailler le terrain. Pour ces solutions biochimiques, on pourrait imaginer le cerveau comme une multitude de portes comportant des serrures. Est-ce que nos portes intérieures, est-ce que notre flexibilité cérébrale tend vers l'ouverture de nos portes ou vers plutôt la fermeture de ces portes? Et on parle de molécules agonistes pour les molécules qui vont ouvrir ces serrures et de molécules antagonistes pour les molécules qui vont fermer ces serrures. Donc on pourrait imaginer que la thérapie transpersonnelle, elle va être un soutien pour tous les effets agonistes et tous les effets donc, qui vont aller vers une flexibilité cérébrale et vers une ouverture de portes qui généralement sont fermées. Et on pourrait imaginer qu'il y a de temps en temps des points de rencontre entre le monde mécaniste et le monde organique. Alors j'ai imaginé, vous voyez, dans une forêt amazonienne, un pont avec un rail, avec un TGV qui part à l'heure, qui arrive à l'heure, qui traverse, qui enjambe la forêt amazonienne, dans un temps d'anticipation, avec un point de départ, un point d'arrivée, des objectifs à réussir, respecter l'agenda, avoir une permanence des horaires, de l'efficacité de la réussite, voilà, de l'optimisation. On va découper chaque problématique et on va trouver des solutions pour chacune. On est contre la montre, on a un agenda, des horaires et on cherche la permanence. Et en bas, sous ce pont du digital, du numérique, de la modernité, on a un espace-temps organique qu'on pourrait appeler la zone. Dans le film de Tarkovsky, Stalker, on appelle cet endroit la zone, qui est un endroit en live, ici et maintenant seulement. C'est un monde aussi d'imprévisibilité, d'impermanence et de flot continu. Et parfois, arrive une catastrophe quand on est bien intégré dans le monde mécanique et que cette catastrophe nous permette, en tant qu'opportunité, de tomber dans l'espace-temps organique et puis d'ouvrir un chemin. Alors ce chemin-là, moi je l'appelle le terrier du lapin. Alors j'ai essayé de mettre, vous voyez, une cocotte minute fermée, congelée à l'endroit du flux organique historique, qui est enfermé dans le terrier du lapin. Et on peut, donc pour éviter la rumination et l'anticipation du pire, on peut monter dans l'hyper-réel. Donc ça fait référence à un livre de Jean Baudrillard qui s'appelle Simulacre et simulation. Et voilà, c'est désormais la carte qui précède le territoire. Est-ce que nous, on va proposer à nos clients d'aller justement explorer le territoire en live, en vagabondage, dans l'impermanence des événements. Alors si on reprend cette cocotte minute, on peut tracer une carte qui pourrait dire que nous partons de notre camp de base, hérité du passé et projeté dans le futur.
et que peut-être la vie va nous amener à sortir de ce théâtre du quotidien pour trouver un chemin, qu'on pourrait appeler le processus, en live, dans le présent, et en s'abandonnant à ce processus, arriver dans des hauteurs que nous n'attendions pas. Pour cela, en règle générale, il faut un guide, ou plutôt il faut un thérapeute. Alors pour arriver à cela, il nous faut voyager avec un psychopompe agoniste, quelqu'un qui va cheminer à côté de nous, qui n'est pas un guide, mais qui va marcher en accompagnant le processus, en soutenant le processus. Alors c'est probablement ou sûrement un voyageur qui a déjà voyagé, qui a déjà des cicatrices et qui a 15 minutes d'avance par rapport à l'endroit où le client se trouve, au minimum, et qui possède un corps qui a été suffisamment pétri pour vibrer et entraîner le client dans une danse des corps. Alors je vous propose un petit extrait du film Stalker. Проснулись? Вот вы говорили тут о смысле нашего жизни, бескорыстности искусства. Вот, скажем, музыка. Она и с действительностью-то менее всего связана. Вернее, если и связана, то безыдейно, механически, пустым звуком, без ассоциаций. И тем не менее музыка каким-то чудом проникает в самую душу. Что же резонирует в нас в ответ на приведенный к гармонии шум и превращает его для нас в источник высокого наслаждения и объединяет, и потрясает? Для чего все это нужно? И главное, кому? Вы ответите никому и ни для чего так, бескорыстно. Да нет, вряд ли. Ведь все в конечном счете имеет свой смысл. Donc cette zone-là, elle apparaît quand on est dans la relation, quand on est connecté au corps et qu'on accepte l'expérience. C'est un chemin pour arriver à accepter de voyager. C'est souvent accepter de quitter son cul-de-sac historique. D'ailleurs, dans le Hobbit, le village s'appelle le village de cul-de-sac. Ce sont des petits hommes dans un cul-de-sac. D'accepter, alors ça veut dire aussi accepter de laisser tomber la promesse d'un futur technologique. On pourrait imaginer aussi que c'est accepter le mouvement corporel sans destination connue, on ne sait pas où on va, on n'a pas d'objectif, pas d'attente. On laisse tomber la compréhension, on n'est pas là pour nourrir le mammouth historique et lui donner une botte de foin. Donc on lâche le pourquoi et puis on essaye de vivre ce qui se passe. On lâche l'agenda, on lâche les horaires, on lâche l'efficacité, on lâche la recherche de solutions. On n'est pas obligé d'anticiper, c'est même antinomique. Et plus on essaye d'aller vite et plus on alimente l'impatience et plus on s'éloigne en fait de cette zone. Donc on accepte de perdre du temps. Voilà, j'ai des clients qui me disent mais je ne suis pas là pour perdre du temps. Et du coup, en fait, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de quitter l'espace organique pour remonter dans le train de l'espace mécanique. En accueillant de manière non discriminée tout ce qui émerge, que ce soit la colère, que ce soit la tristesse, ce qu'on peut appeler le bad trip. Le processus, c'est un processus non discriminé dans la relation avec soi, avec son corps et avec la personne qui est en face, avec le thérapeute, en ayant petit à petit, à travers la confiance avec le thérapeute, de rentrer dans une confiance du processus. Voilà. Comme si, au bout d'un certain temps, on pouvait ressentir la puissance de la haute technologie organique dont on est tous porteurs, pour devenir un vagabond dans la relation.
Voilà, il y a plein d'exemples d'auteurs qui travaillent autour de cette idée de vagabondage, notamment Paul Auster, qui nous a quittés cette année, qui fait l'éloge du vagabondage, de la sensation corporelle et du jeu du hasard. Et puis, il y a quelques années, alors même que moi j'étais technicien dans le monde mécaniste et numérique, j'ai rencontré un chef d'entreprise qui s'appelle Frédéric Pi et qui était entrepreneur dans le numérique et pour qui j'ai travaillé. Donc je l'ai rencontré à cette époque-là. Et il y a quelque temps, Frédéric Pi a abandonné le monde mécanique et puis il a décidé de tout vendre, de tout quitter pour aller vivre et expérimenter sa liberté en voyageant. Alors je vous propose de l'écouter. J'ai été entrepreneur toute ma vie pendant à peu près 3 décennies où j'ai eu la chance de lancer les Restaurants du Cœur, participer à cette merveilleuse aventure en 85 aux côtés de Coluche et d'une bande de jeunes zouaves. J'étais un des pionniers de l'Internet en France dans les années 95, donc ça nous éloigne pas mal. C'est à cette occasion qu'on s'est rencontrés d'ailleurs. J'avais une maman qui avait une jolie maison au fin fond de la Creuse, donc on ne peut pas faire plus sauvage, quoi. Et elle me disait souvent, dès que j'arrivais, tiens, on va aux champignons. Je dis, maman, on va à Intermarché, il y a les champignons, ils sont prêts, ils sont sous vide. Pourquoi aller dans la nature? Jusqu'à un jour de 2017, où j'avais une société d'une 50aine de personnes, nous étions dans ce qu'on appelle la vidéo à la demande, un peu comme Netflix. Tout ça, c'est absurde. Je travaille comme beaucoup de gens 11 mois dans l'année pour avoir le droit de me mettre en maillot de bain et en tongs au bord de l'eau et commencer à vivre. Et le chef d'entreprise travaille encore plus que d'autres, c'est le pire esclave qui existe. Et donc là, j'ai pris une décision qui était certainement la meilleure, mais peut-être un peu trop tardive. À 52 ans, c'était de me séparer de tout ce qui n'a plus aucune importance. Et donc, je possède aujourd'hui 2 pantalons, 2 paires de baskets, 5 t-shirts, et ça fait 5 ans et demi que je voyage dans le monde entier. Je suis parti, je ne possède plus que ce que je suis, et on ne peut me voler pas grand-chose, quoi, voilà. Donc, j'ai une certaine idée, c'est que, en fait, je définis la vie sur une ligne droite dans laquelle il y a 2 pôles qui sont irréconciliables. Il y a la liberté qui m'est extrêmement chère, et mon premier livre s'appelle Libre. Donc c'est pas un pamphlet, mais un encouragement à se libérer et à trouver son chemin et à aller vivre, à aller découvrir tout avant de partir, une vie bien remplie. Et puis à l'autre extrême, c'est la sécurité. Et la sécurité est sous-tendue par la peur. Et la peur, c'est quelque chose d'assez inouï, c'est qu'on a peur de choses qui ne nous sont pas arrivées ou qui risquent certainement de ne pas nous arriver. Et je pense que j'ai été épargné par la vie, j'ai jamais eu de grande maladie, j'ai jamais eu de cancer, j'ai jamais eu de crise cardiaque, donc j'ai pas attendu un événement majeur. Il était temps que je m'occupe un peu de moi et d'autres choses. Parce que je suis parti quand même à la découverte du monde, mais c'est quand même le plus beau moyen de découvrir soi-même, cet inconnu qui sommeille en nous, et ça peut prendre une vie. Et ça peut prendre beaucoup de courage, parce qu'il faut descendre, c'est de la spéléologie, mais c'est un juste retour des choses pour ensuite aller vers l'autre et être encore plus éveillé, plus ouvert, parce que du coup l'autre nous a servi de miroir et nous a appris des choses qu'on ne connaissait pas, et on peut en parler après, parce que je suis en train d'écrire un 3e livre justement sur l'altérité et comment essayer de sauver cette humanité qui s'éteint et qui se met dans des antagonismes fous. Voilà. J'étais plutôt agnostique, j'ai jamais été élevé, j'ai pas été baptisé, voilà. Mais j'ai rencontré l'idée de Dieu, en tout cas une certaine divinité ou une relation avec une métaphysique, tous les jours, quasiment tous les jours, dans plein de contrées, parce que j'ai vraiment vécu tellement de choses, et je reste pas dans les villes, je voyage pas comme j'ai voyagé auparavant. Je vais avec des tribus dans l'Amazonie, je vais avec des tribus en Afrique, je dors sur le toit de mon 4x4 au milieu des animaux, des choses un peu marrantes et aventureuses, donc tu te connectes vraiment à la nature et à l'environnement. Et donc j'ai eu un choc, j'ai eu une révélation, mais qui est arrivée par petites doses régulières, un shoot de divinité, c'est la beauté vertigineuse de notre planète. Et puis le génie du vivant. Je pouvais rester 2 heures avec des bigorneaux, des fourmis coupe-feuilles, observer des singes dans les arbres, voilà, et être au contact de ce... Et
et forcément tu dégringoles de la pyramide, du sommet de la pyramide sur laquelle se sont assis des générations d'hommes avant toi. Mais je veux continuer de voyager, principalement pour découvrir l'Asie, et cette fois-ci pour en faire une activité, si possible rémunérée, pour d'une part découvrir, faire transmettre tout ce que j'ai appris sur moi-même, sur le temps long, la solitude, enfin faire vivre des expériences plutôt extrêmement simples ou extraordinaires, puisque les deux sont souvent liés, et pour aller vers l'extraordinaire, faut passer par le simple, et laisser la vie nous révéler les scénarios qu'elle a à nous faire jouer, et pas remplir son agenda comme les hommes modernes suroccupés, les citadins souvent le font. Et donc on a le troisième problème qui est l'intelligence artificielle, qui est un vrai problème pour moi, puisque ça va beaucoup plus vite que ce qu'on pensait. Ouais. Je viens du monde du digital, hein, donc j'ai vu tout ça arriver, j'ai vu la virtualisation, et je disais il y a 25 ans, 20 ans à mon fils, si tu veux être riche un jour, il faut que tu sois psychiatre. Mais je voyais vraiment qu'entre le monde réel et le monde fantasmé qu'on nous servait sur des canapés, plus l'arrivée des Netflix, etc., les gens allaient avoir des vies virtuelles, déconnectées, extraordinaires. On allait devenir des sortes d'Américains qui ne se parlent plus, qui ne mangent plus ensemble, où il n'y a plus de relations. Eh bien, je me suis dit, effectivement, dans l'expérience de voyage, avons-nous besoin d'autre chose que notre cabeza, notre sourire qui est notre passeport, avec notre cerveau qui est peut-être le centre de l'intelligence, notre cœur qui est la bonté, et notre courage qui représente, symbolisé par les couilles, en tout cas pour ceux qui en ont. Voilà, donc il y a beaucoup de résonance entre ce que dit Frédéric et le travail de thérapeute, notamment la partie enfermée dans son passé, comme un esclave. Et puis est-ce que la réponse, ça va être la réponse du père ou la réponse d'un technicien supérieur, d'un sachant qui va lui expliquer comment vivre, ou est-ce que nous allons apparaître en tant qu'un corps présent? Est-ce qu'on va incarner la présence, ou est-ce qu'on va faire des exercices, ou est-ce qu'on va être distributeur de respiration holotropique ou de séances, ou est-ce qu'on va faire circuler justement un matériau, et le matériau principal, eh bien, c'est la sensation, l'émotion, et le voyage qui débute entre deux corps, et puis une relation qui circule. Alors en règle générale, on tourne autour de ce que j'ai appelé tout à l'heure le terrier du lapin, c'est-à-dire l'endroit où tout est congelé, tout est ancien et tout est congelé et tout demande à revivre, mais pour l'instant c'est enfermé dans une boîte et c'est par-dessus, on a un éboulement et on va créer de l'hyper-réel avec des solutions techniques. Donc l'idée c'est d'accepter de lâcher les solutions techniques et de proposer un contact affectif, c'est-à-dire en règle générale dans le cabinet en pratique, ça veut dire que la personne ressent une émotion, une sensation, et que plutôt que de la mettre de côté et d'alimenter la narration, on va arrêter la narration et on va venir faire un contact affectif, comme en aptonomie, mettre la main sur le corps à l'endroit où le voyage commence, et puis on va se laisser embarquer dans cette vague et dans ce voyage, comme on le fait en respiration holotropique avec le travail corporel. C'est le même principe, sauf qu'on n'a pas besoin d'être dans un état particulier. Cette capacité à voyager, elle est présente à peu près à n'importe quel moment, à partir du moment où on a un prétexte pour ce mouvement, ce que j'appelle moi l'élément objectif, la séance de thérapie par exemple, ou le week-end de respiration holotropique, ou une méditation, n'importe quoi. À partir du moment où il y a la prise en compte du vécu subjectif, qu'est-ce qui se passe en moi, thérapeute, et à l'intérieur du client, parce que nous sommes à deux. Il y a la qualité intersubjective, l'interpersonnelle, c'est-à-dire comment nous allons faire circuler ce qui s'y passe, parce que l'autre ressent, eh bien en fait ça modifie ma sensation, mon émotion. Comment on va proposer un contact aptonomique au fil du corps, c'est-à-dire qu'on va suivre le déroulement
du voyage, et comment tout ça va être cohérent, c'est-à-dire le lieu, l'intention, le thérapeute, et tout cela en live qui va permettre une actualisation du corps. Donc on peut voir ça comme un artisanat, comme dit Pierre Janin, un artisanat du lien. Et c'est un voyage interpersonnel, mais profondément incarné, une présence incarnée qui fait démarrer un voyage qui va permettre à chaque cycle de monter à l'étage du dessus. Bien sûr, il y a un arrière-plan pour nous thérapeutes, qui est un arrière-plan corporel, relationnel. C'est pour ça que la gestalt est importante. C'est pour ça que le travail corporel est important. Le travail en thérapie pour les thérapeutes est très important, le travail en supervision. Sa capacité à identifier, accueillir, valider ce qui se dessine dans la relation, et puis développer sa capacité d'amour et de tendresse et de sécurité pour tout ce qui émerge sans discrimination, en y faisant une place pour le mystère, pour ce qu'on ne comprend pas. Voilà. Et on invite du coup, dans cet espace-là, à une danse. Alors moi je dis, on commence à faire bouillir la marmite, vous voyez, et puis le flot se remet à vivre. À partir du moment où soit le client, soit le thérapeute a le robinet corporel qui s'ouvre, j'ai une sensation, j'ai une émotion, eh bien on laisse se déplier le voyage. Et le voyage, probablement, en fait, autorise le client à ouvrir un peu plus les portes, un peu plus le robinet organique, pour qu'il reçoive quelque chose de la relation et que le terrier du lapin s'ouvre. À partir du moment où le terrier du lapin s'ouvre, eh bien, en fait, la vague prend le client et le thérapeute et on est embarqué dans un voyage. Alors, en général, les conditions du voyage sont de l'amour et de la sécurité, en identifiant s'il y a de la résistance ou pas pour le voyage. Donc, en ayant aussi beaucoup d'amour et de tendresse pour le mammouth, si le mammouth résiste, si le mammouth attaque, si le mammouth fuit, s'échappe, ou si le mammouth veut sauver, vous voyez, donc ça permet de faire un travail d'accueil, donc sans discrimination. Donc, s'il y a de la résistance, bienvenue à la résistance. Vous voyez, s'il y a une envie de partir, bienvenue. Et puis en même temps, tout ça, ce qui va se passer derrière, on accueille ce vagabondage relationnel, corporel. Le voyage, c'est l'ouverture. Alors des fois, il n'y a pas d'ouverture, ou il y a moins d'ouverture, et c'est OK. Peut-être l'ouverture se fera à la fin de la séance, ou à la séance suivante. L'idée, c'est que le thérapeute a un effet agoniste sur le cerveau du client, qui s'autorise le voyage parce que le thérapeute a un espace plus vaste et plus grand. Et s'il y a un quart d'heure d'espace plus grand, ça suffit. À partir du moment où les deux tombent dans le canoë corporel, et émotionnel et relationnel, le voyage peut commencer avec un début. Souvent, ça se passe dans la gorge, ou dans la poitrine, ou dans le ventre. Ça peut être dans les épaules, et puis ça se déplace, ça s'amplifie, ça diminue, ça se transforme. Et puis, il peut y avoir de l'imaginaire, il peut y avoir des émotions, il peut y avoir des sensations, il peut y avoir des souvenirs. En tout cas, il y a du mouvement jusqu'à ce que j'appelle la plage de sable et la plage de calme. C'est-à-dire que, voilà, au bout d'un certain temps, on sait qu'on est arrivé au bout du voyage parce que les émotions sont tranquilles, le corps est calme, on est dans la relation et quelque chose s'est passé. Alors ce quelque chose, ça permet d'agrandir à chaque fois, et comme le disait Johan ce matin, de grimper dans la pyramide et de s'élever, de passer au niveau supérieur en observant et identifiant tous les mouvements antagonistes, tous les mouvements qui séparent, tous les jugements, toutes les résistances, donc en les identifiant, en les validant sans leur donner le micro, donc en leur apportant beaucoup de tendresse et beaucoup d'amour, c'est l'idée de cette main tendue, et puis en agrandissant l'espace ici et maintenant, d'agrandir à tous les humains, d'agrandir à toutes les émotions, d'agrandir à tout le vivant, et de voir comment, petit à petit,
eh bien en fait, l'endroit qui s'était éboulé à l'intérieur de nous et qui avait été remplacé par un monde plus mécaniste, plus robotique dans la narration et dans le rôle, petit à petit permet de laisser de la place en fait à un mouvement corporel, émotionnel qui ouvre et qui permet d'agrandir sa perspective. Donc l'idée, c'est que au fil des expériences, si nous sommes des thérapeutes bio, organiques, présents, aimants, touchants, sécurisants, présents dans la relation, incarnant la présence, ne trichant pas, en étant entier, eh bien l'expérience qu'on propose à notre client, eh bien en fait, c'est d'être rejoint par plus grand, d'agrandir la perspective sans aucune limite, quelle que soit l'expérience. Si l'expérience est seulement corporelle, c'est déjà très bien, émotionnelle, relationnelle ou spirituelle. On rejoint dans le processus et dans le voyage les 4 matrices périnatales de Grof. Eh bien, en fait, je vous propose de le voir aussi en 4 phases. La première phase, c'est Pinocchio avec les fils, la phase de la dépendance. La deuxième phase, c'est la phase de la décoration de la cage par la narration dans un monde mécaniste d'efficacité, avec une fermeture à cet endroit-là. Le col de l'utérus est fermé et je tourne en rond à cet endroit-là. Et puis la catastrophe ou l'éveil, quel que soit le mot, je ne suis pas un fan du mot éveil, mais quelles que soient les circonstances, un élément déclencheur qui va me permettre en fait de me reconfronter en tant que je me confronte à mon histoire congelée et en même temps douloureuse, à accueillir, à consentir à cette expérience sans lui donner le micro et sans m'y accrocher, et en accueillant le mouvement de transformation qui me permet de monter à l'étage supérieur. Voilà, mais plutôt que de monter ici vers la partie technologique et robot, la proposition, c'est qu'on soit des vecteurs pour descendre dans le sensoriel, l'émotionnel, l'humain, l'organique, peut-être traverser le fond commun qu'on a avec la souris et traverser la souris, traverser les mouches, traverser tout ce qui nous relie et qui nous réunit avec le végétal, le minéral, et puis donc un amour non discriminé du vivant en général. Voilà. Et ma dernière phrase, ça pourrait être, je pense qu'on est à un carrefour, qu'il va falloir se positionner, être des militants de la relation, des militants donc, du corps et du militant bio et organique, et du voyage avec beaucoup de tendresse. Merci.